Il est où? C'est Boudé. Ah, nickel. Super, merci. Attends, je vais juste désactiver la mise en veille sur ce bordel. Ouais. Je vais vous demander de. Quelqu'un, est-ce que tu peux faire installer les personnes ou juste ça? Parce qu'il y arrive. Je reste là parce que c'est 2 secondes. Heureusement que ça va. Hein. Oh, il manquait une coque. Bon. Attendez. C'est vrai que mince. Non, on se met là.
Bonjour à tous. Merci d'être venu à cette conférence. Donc avec Monsieur l'ancien ambassadeur Patrick Capascal, ancien président d'Axton pour la Russie et fondateur du site fondateur et président de l'association Perspective Europe Monde. Alors le débat sera animé par Étienne et Marie, ils sont tous les trois en licence de sciences politiques. Donc voilà, Monsieur l'ambassadeur, je vous souhaite une bonne conférence ainsi qu'à Marie. Pascal, notre première question, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours rapidement pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait dans la vie en tant que diplomate et aussi pourquoi vous êtes là ce soir? Alors, d'abord, bonsoir. Vous êtes courageux de venir ce soir pour entendre parler des crises. Je pense que vous devez être un peu saturé quand même d'entendre parler des crises si vous regardez la télévision tous les jours. Mais vous savez, bon, les crises. Ah, d'accord. Voilà, ça marche bien. Et oui, les crises, il y en a de toutes sortes. Moi, celle qui m'intéresse, il y a les crises. Les crises sont des mouvements brefs de rupture. C'est pour ça d'ailleurs que je ferai un lien avec le système international. Mais il y en a de toutes sortes. Évidemment, je me consacrerai aux crises internationales. Et dans tout ce que je fais actuellement, dans ce que j'écris, mon souci, c'est non pas d'être plus savant, plus intelligent que les autres, j'en ai du mal à tout ça. Mais en tout cas, j'ai tout de même une expérience et c'est ça que je veux utiliser dans la mesure où ça peut encore avoir une utilité. Donc je souhaite transmettre une expérience. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je parle de la diplomatie. Moi, je ne suis plus un diplomate, donc je m'exprimerai très librement, et les diplomates parfois aussi s'expriment librement, même si ils sont respectueux de la hiérarchie, de l'autorité, de la ligne qu'ils sont censés défendre. Parfois aussi, ils sont un peu caricaturaux. On a eu les médecins pendant la pandémie, qui sont succédés sur les plateaux de télévision. Maintenant, on a les diplomates ou les anciens généraux, et on a quelques ambassadeurs un peu ambigus et timorés. Alors, j'essaierai de ne pas être comme ça, d'autant plus que, comme je le disais, même si on respecte la hiérarchie, les autorités, où j'ai jamais contesté ceux qui étaient au-dessus de moi, surtout quand je respectais les admirais, ça c'était plus facile. En réalité, la bonne diplomatie est souvent assez brutale. Ça vous surprendra peut-être. C'est pas du tout la légende des chocolats rochers, des réceptions avec les chocolats rochers chez l'ambassadeur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et je voudrais tirer une anecdote, et je pense qu'il y aura d'autres anecdotes pendant cette soirée, parce que finalement ça permet de mieux sentir les choses. Quand j'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay, j'ai eu la chance de travailler dans un service qui était un service de pointe, parce qu'il avait été créé pour ça. C'était un service d'affaires politico-militaires, question de désarmement et affaires stratégiques. Et à ce titre-là, j'étais associé un jour à une rencontre. J'étais en bout de table, j'étais le petit dernier de l'équipe, dans le bureau du secrétaire général du Quai d'Orsay. Déjà rentré dans le bureau du secrétaire général du Quai d'Orsay, étant nouveau au Quai d'Orsay, c'était quand même assez surprenant. Il y avait une atmosphère un peu à la Tolstoï. Le ciel était bas et sombre, on a l'impression que l'orage avait éclaté. La pièce était à peine éclairée, et nous avions en face de nous une délégation soviétique conduite par un vice-ministre soviétique des Affaires étrangères qui nous parlait de la zone grise. À l'époque, on parlait des euromissiles, la zone grise. Et j'ai cru qu'il allait enlever sa chaussure et faire comme Khrouchtchev qui est tapé sur la table. Oui, c'est une violence extrême, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est la meilleure façon, en fait, de communiquer. Il vaut mieux le faire comme ça, dans ce cadre-là, une tête-à-tête, et ensuite aller se défouler sur des théâtres d'opérations extérieures, et vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc, tout ça pour dire que je suis prêt à ne pas utiliser la lampe de bois, il ne le faut pas, et j'espère que ce que vous entendrez ce soir, ce ne sera pas un robinet d'eau tiède qui coulera peut-être. Voilà. Merci beaucoup, mais du coup, pour le public, on va quand même rappeler que vous avez été ambassadeur de France au Turkménistan, vous avez travaillé aussi à l'ambassade de Moscou en Russie, à l'ambassade en Arabie Saoudite, vous avez quand même oui, j'ai effectivement un double parcours, au moins un double parcours, sans doute plus que ça. Vous savez, quand on est, c'est l'avantage de ce métier de la diplomatie, en tout cas en France, c'est que finalement on a plusieurs métiers dans une vie. On change tous les 3 ans en moyenne, vraiment de métier. Entre faire du multilatéral à New York,
l'emploi des Nations Unies, ce que j'ai fait de 86 à 91, et être dans une ambassade bilatérale en Allemagne de l'Est, où on est quand même assez enfermé sur soi-même, on ne pratique pas du tout la diplomatie publique. Il y a un monde, c'est pas du tout la même façon de travailler. Donc on change de métier. J'étais aussi directeur de cabinet du président de l'Institut Monde Arabe, j'étais mis à disposition de l'Institut Monde Arabe pendant quelques années. Et puis j'ai eu la chance, mais vous savez, dans la vie, la chance n'existe pas vraiment. Enfin, il y a des moments où il faut saisir, mais c'est un peu, pour reprendre une formule assez célèbre dans les nouvelles de physique, je crois, c'est la dialectique du hasard et de la nécessité. Donc il faut être en condition, il faut saisir les occasions. J'avais envie de travailler dans l'industrie, j'ai toujours aimé l'industrie. Ça me paraissait a priori un monde où l'on construit, un monde où on a les pieds sur terre. Et puis l'occasion s'est présentée. Et donc je suis rentré chez Alstom. J'ai été recruté par Patrick Fronk, qui était à l'époque le président d'Alstom. Et alors à l'époque d'ailleurs, on disait, c'était l'époque Védrine qui était ministre, ah oui, il faut aller dans le privé, il faut sortir de ces murs étroits, c'est un plus. C'est un plus, d'accord, mais enfin le jour où vous revenir, j'en ai fait l'expérience, vous n'étiez plus nécessairement sur les radars. Oui. Donc j'ai eu cette. Mais je ne le regrette pas. Donc ça a un peu affecté, dans la mesure où je suis revenu au Quai d'Orsay, ça a un peu affecté ma fin de parcours. Mais c'était une expérience aussi irremplaçable et quand même pas si différente que cela. Donc peut-être qu'on en parlera dans le cours de notre rencontre. Hein. Pas si différent parce que quand vous êtes dans le big business, pour faire simple, vous travaillez aussi sur des questions stratégiques, comme vous êtes en Russie, à tête d'Alstom, vous essayez de faire d'abord des opérations de rapport de fusion-acquisition, c'était le cas. Vous avez en tête des TGV, c'est-à-dire vous êtes sur un secteur très stratégique. Je vous représente l'ensemble du groupe. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de. Alstom a vendu son activité d'énergie à General Electric et on parle du rachat de la branche turbine pour les centrales nucléaires à Ravel par EDF et d'une coopération future avec Rosatom. Alors évidemment, vous aurez compris que cette coopération n'est pas pour demain dans le contexte présent, mais ça pourrait se renouveler. Et donc j'ai été le promoteur de ça aussi. Vous voyez, je faisais partie j'étais au board, on avait des boards, il y avait des joint ventures, on avait une dans le secteur du nucléaire avec Atom Energoma, j'étais titulaire de Rosatom et je m'occupais de ça. Et donc c'est la même chose qu'en diplomatie, vous êtes sur des questions stratégiques et la réflexion est la même. La grande différence, c'est que vous avez des milliards en jeu sur vos épaules, vous avez des emplois en cause ici, et vous avez le sentiment que vous n'avez pas le droit de vous tromper, vous comprenez? Si au Conseil de sécurité de l'ONU, vous représentez la France, vous exprimez d'ailleurs sur un langage qui a été agréé à Paris, je ne dis pas que c'est simplement un rôle de porte-parole, mais vous êtes encadré, c'est une ligne, et vous n'êtes pas seul responsable, là vous êtes un peu seul responsable. C'est la grande différence. C'est plutôt intéressant parce que notre premier thème qu'on va parler, c'est la crise des sous-marins, l'impulsion nucléaire qu'il y a eu en septembre dernier, qui a opposé la France à l'Australie et aux États-Unis. Justement, on peut se demander quel est le rôle à la fois de la diplomatie, mais aussi à la fois des acteurs privés. Des présidents d'Alstom connaissaient les acteurs privés, alors le rôle des acteurs privés au niveau des relations internationales. Et du coup, notre première vraie question au niveau des relations internationales, c'est quel est le rôle de la diplomatie, peut-être un peu le rôle des acteurs privés dans ces relations internationales, selon vous? Oui, alors d'abord, vous faites bien d'évoquer ce thème. Si j'avais moi-même dû faire une sélection des crises telles que j'ai définissées, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Hein. La liste serait longue, mais j'étais en Allemagne de l'Est au moment de la crise polonaise, quand la crise polonaise, le Solidarność, j'étais à New York au moment de la guerre du Golfe, j'étais sur le terrain en Afghanistan quand les talibans ont le pouvoir, j'étais en Syrie quand il y a eu la deuxième guerre du Golfe de 2003 et on est débordé sur la Syrie, etc. Mais vous avez bien fait, donc si je devais moi faire un choix, je vais commencer en Afghanistan, dans cette période de l'été à aujourd'hui, c'est tout traité, et effectivement au milieu, il y aurait eu la crise des sous-marins, la propulsion nucléaire. Qui n'a pas nécessairement affecté directement le système, c'est ça aussi mon critère, ça aurait été ça dans le système de sélection, mais qui a quand même été quelque chose d'important pour la France et qui permet de réfléchir aussi sur une possible évolution du système international dans sa partie, je dirais, asiatique. Alors maintenant, j'essaie de répondre précisément à votre question. Sans doute avez-vous l'impression que la diplomatie a joué un grand rôle dans les sous-marins. Mais ça, c'est plus une impression, parce qu'on a assisté au rappel de notre ambassadeur, notamment l'ambassadeur de France, qui est d'ailleurs personnellement, Philippe Etienne, quelqu'un de remarquable. Et c'est la première fois que ça se produisait, que la France rappelle, c'est pas rien,
la France en termes d'affichage, symbole que la France rappelle son ambassadeur aux États-Unis. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est la diplomatie. Et c'est pas Étienne, quel que soit ses talents immenses, qui a pesé tellement dans cette crise. Je pense que l'affaire des sous-marins dit à propulsion nucléaire, parce qu'au départ, ils étaient à propulsion classique, parce que nous ne devions pas avoir de propulsion classique, est une affaire qui s'est négociée très en amont, qui procédait d'une volonté de la France de confirmer ça. Il n'y avait pas qu'un souci de mécanique d'augmenter des ventes d'armement pour rentabiliser les chaînes de production, mais pas que ça. Et le fait d'affirmer une présence dans une zone qui est très importante pour nous, qui est l'Indo-Pacifique, où la France est physiquement présente, comme vous le savez sans doute, la France a, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si c'est le premier domaine maritime ou le deuxième. En tout cas, oui, c'est considérable. C'est dû notamment en position du Pacifique. Donc, être un partenaire stratégique de l'Australie, évidemment, ça prenait tout son sens. Et c'est pour ça que le choc était purement ressenti. Et c'est plus une affaire d'industriel et aussi de géopolitique. Parce que finalement, alors évidemment, le choc était très rude, ne serait-ce que pour les chantiers navals de Cherbourg, des CNS qui sont devenus maintenant, qui s'appellent Naval Group, parce que c'était des commandes considérables. Dans les 90 milliards de dollars, en fait, il faut voir plus précisément ce que ça représentait. Il y a beaucoup d'emplois en cause, y compris des emplois australiens, parce que des familles australiennes déjà venues s'installer en France pour préparer ces futures activités de production et de transfert technologique. Mais il y a l'aspect économique, financier, mais c'est surtout un choc en termes de stratégie, parce que ce projet français confortait sa présence et pouvait ainsi écorner. C'est surtout ça qui a affecté les diplomates, disons, ou les décideurs politiques, plus que le reste. Et quant aux gens du secteur, disons, du complexe militaro-industriel français, pour faire simple, qui inclut à la fois ces entreprises, qui ne sont d'ailleurs pas des entreprises privées, et puis également même des banques qui financent la production d'armement en France, qui est absolument indispensable à notre indépendance. Eux aussi, ils ont ressenti le coup durement, mais ils n'en ont pas fait, je ne veux pas dévoiler l'exprimer en leur nom, mais j'ai quand même des contacts à un niveau assez élevé avec certains responsables qui m'ont fait comprendre que, voilà, il n'y avait pas que ça. Pour les chantiers navals, c'est une chose, et encore que les chantiers navals ne vont pas se limiter à produire ces sous-marins qui sont classiques, qui étaient prévus dans le contrat avec les Australiens, mais il y a aussi des sous-marins lanceurs d'engins, il y a d'autres choses qui préparent, donc il y a des commandes importantes. Et puis aussi, si on prend globalement les ventes d'armes françaises à l'étranger, qui sont de montants importants, il n'y a pas que des sous-marins. Vous savez très bien que depuis les contrats qui ont été annoncés pour les Rafales, notamment 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis, ça représente en valeur sans doute plus que les sous-marins, il ne faut pas plus dramatiser. Et simplement, le message de la perte de ce contrat, c'est d'abord dans la forme, c'était très très mal géré pour les Australiens. Les Américains, c'était extrêmement brutal et non préparé. Même peu de temps auparavant, on pensait encore qu'ils allaient continuer avec l'avant et nous. C'est ça qui était mal perçu, ça c'est assez mal élevé. Et puis bon, mais on s'est mis aussi à leur place, les Australiens. Donc les Australiens ont fait un choix, et celui du gouvernement actuel. Ça ne veut pas dire que le gouvernement suivant, comme les gouvernements précédents, était sur la même ligne, mais les Australiens ont signifié qu'en termes d'alliance stratégique, ils préféraient les Américains que nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ils ont raison, ils ont tort, j'en sais rien, mais c'est leur choix. Ah oui, c'est un choix qu'on leur laisse. Mais justement, cette crise-là, est-ce qu'elle ne montre pas un petit peu le fait que les acteurs privés commencent à doubler un petit peu la diplomatie, dans le sens où aujourd'hui, la relation internationale, c'est plus le prisme du réalisme. Le réalisme, c'est un paradigme qui pense les relations internationales uniquement par l'action des États. Et justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est face à des alliances multipartites, on a tout simplement des États, on a aussi des acteurs privés qui interviennent dans les relations internationales. C'est globalement vrai pour ces dernières années, mais l'actualité montre bien que c'est aussi pas tout à fait exact. Vous voyez très bien que les grands groupes français qui sont encore en Russie sont sous une pression terrible. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en chemin pour venir au pouvoir. Je crois avoir entendu d'une oreille que le président Zelensky a demandé à certains groupes, peut-être même immensité, d'écouter la Russie. Donc, vous voyez, ils ont du mal à être indépendants parfois aussi. Ah oui, bon, on a du mal à être indépendants. Et elle est totale, la pression qui est totale actuellement. Oui, il y a aussi. Totale aussi.
Il y a aussi l'entreprise Leroy Merlin qui fait. Bon, il y en a un champ, je ne vais pas les nommer, mais c'est ce qu'il a fait. Mais donc là, c'est vrai, il n'y a pas que. Non, mais on vit dans un monde. C'est ça la grande différence, mais si on devait faire la synthèse de tout ça, mais c'est un peu trop tôt pour le faire maintenant, je ne sais pas si c'est pas encore. On pourra le faire à la fin, mais c'est que le système, disons, de la guerre froide, qui reposait sur les États, principalement sur les États, avec l'indépendance, article 2, paragraphe 7 de la Charte. Je sors mon article 2, paragraphe 7, donc je sors mon revolver, non-ingérence. C'est un peu passé de mode de réalité, et on est dans un autre monde aujourd'hui. On n'est pas du tout d'ailleurs dans la guerre froide, quand on mentionne certains, ce n'est pas du tout une nouvelle guerre froide, c'est bien autre chose. Donc effectivement, dans ce nouveau monde, il y a eu des phases intermédiaires entre le système de la guerre froide dont je parlais rapidement et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des strates intermédiaires où on assiste effectivement à une évolution de cette dégrillée. Il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi, mais ça peut être les universités, ça peut être les think tanks, ça peut être les ONG, ça peut être les organisations internationales, il y a toutes sortes d'acteurs, il y a une multitude, y compris des groupes terroristes ou questions biologiques, etc. Tout ça, ce sont les nouveaux acteurs du système international. Mais dire que je ne suis pas sûr que les grandes entreprises remplacent les États. Mais ils jouent un rôle important. Moi, j'ai vu chez Alstom, quand j'étais chez Alstom, c'est pas par hasard d'ailleurs qu'il a été choisi par Macron, c'est pas par hasard qu'il a été chez quelqu'un qui représentait l'État, qui avait représenté l'État. J'ai d'une certaine manière une double casquette, je jouais un peu sur les deux. Hein. Et les interlocuteurs, côté russe, c'était qui? C'était le président communiste Poutine, les oligarques. Qu'un ambassadeur de France a du mal à voir. Qu'un ambassadeur de France a du mal à voir. L'ambassadeur de France à Moscou ne voit pas les oligarques, ne voit pas le Premier ministre. Donc c'est une nouvelle fenêtre. Donc ça veut dire l'importance aussi, ça veut dire l'importance des très grandes entreprises comme Alstom à l'époque en Russie peuvent avoir. On devient les interlocuteurs directs. Donc vous voyez, je nuance mon commentaire. Donc ça a été vrai. Et puis, c'est fragile aussi. D'ailleurs, Biden avait dit incident, je crois que c'est l'année dernière, d'un nouvel ordre mondial, il croit que les États-Unis devraient encore le mener, être à sa tête. Biden, la semaine dernière, dans une évolution, il a quand même parlé d'un nouvel ordre mondial, mais est-ce que c'est encore un nouvel ordre au niveau des États? Peut-être plus aujourd'hui. C'est pas trop le même, mais je pense que là, il fait du. Je ne sais pas s'il le souhaite vraiment, d'ailleurs, même, parce que s'il le souhaite, c'est qu'il y a un peu du wishful-thinking, c'est tout à fait la réalité. Je ne suis même pas sûr qu'il le souhaite lui-même, parce qu'il y a quand même, vous savez, la politique américaine, c'est un peu une alternance d'intervention extérieure et aussi d'un repli plus isolationnistes. Hein, c'est assez cyclique. Je ne suis pas sûr que les Américains, compte tenu de ce qu'ils ont éprouvé ces dernières années, c'est très bien traduit au monde du départ d'Afghanistan, et vraiment envie de gérer tout seul le système. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient la capacité. S'ils en avaient la capacité, ça se saurait. Il n'y aurait d'ailleurs pas la crise ukrainienne. S'il y avait un pays dominant, la crise ukrainienne n'existerait pas. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au deuxième thème qui se focalise sur l'Afghanistan. Est-il possible que vous reveniez sur la situation actuelle en Afghanistan, actuellement tenue par les talibans, et que vous reveniez aussi sur la guerre qui a opposé l'URSS et les Moudjahidines entre 1979 et 1989. Donc c'est un silence international jusqu'à aujourd'hui. Bon, la guerre des soviétiques est un désastre qui a duré 10 ans, 1989. On n'a pas toutes les clés de cette intervention. Pourquoi ils l'ont fait hein. Ça reste. C'était la période de Brezhnev, ils ont plusieurs raisons, il y a toujours cette tendance naturelle à occuper le vide aussi, si tant est qu'il se présente, à accéder au mur du Sud, à dissimuler, à couvrir les problèmes intérieurs. On trouve un peu ça aussi dans la crise ukrainienne, ça c'est des points communs. Je pense qu'il y a des dimensions politiques intérieures pour le régime sexuel. C'est pas le temps. Poutine n'est pas assez idiot pour penser. Je ne crois pas qu'il soit idiot, peut-être qu'on peut cinglé, mais disons-les clairement. Ça peut se discuter, mais je ne suis pas psychiatre pour juger. Mais voilà. Alors, l'Afghanistan, oui, il y a eu cette guerre qui s'est très mal terminée et qui a été finalement, il a fini par y avoir une opinion russe, celle des mères de soldats. Le phénomène de littérature, Cézanne Alexeyeva,
a écrit des livres, Biélorusse, c'est un livre là-dessus, Cercle en zinc, et c'était considérable. Donc, voilà, c'était peut-être. Et après l'Afghanistan, en fait, la première intervention de l'armée russe, c'est hors des frontières du pays, ça a été la Géorgie. Après l'Afghanistan, il a fallu attendre 2008 et la Géorgie pour que l'armée russe franchisse les frontières de la Russie. Et d'ailleurs, c'était tellement inattendu, parce qu'on ne pensait pas qu'elle le ferait à nouveau, qu'on n'a pas cru non plus. Et aujourd'hui, on retrouve ça. Ce qui est aussi une nouvelle considérable au cœur de l'Europe, dans des formes qui rappellent une autre époque. Alors vous vouliez, pour l'Afghanistan, quel est... Revenir effectivement sur la situation actuelle en Afghanistan avec les éléments qui sont actuellement au pouvoir. Alors, l'histoire commence. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Afghanistan, mais il se trouve que je suis quand même fait un tour. Il se trouve que j'étais en Afghanistan quand les talibans ont pris le pouvoir en 1996. Mais je n'étais pas à Kaboul. D'ailleurs, on devait aller à Kaboul, on n'a pas pu aller à cause des combats. Donc j'étais à Mazar-e-Sharif, dans le nord, dans le pays tenu par un seigneur de la guerre d'une minorité ouzbek. Quand je dis minorité, vous allez voir, je vais revenir sur les minorités. Il s'appelle toujours Dostok, toujours, le général Dostok. Donc j'étais à Mazar-e-Sharif. Donc, il y a cette guerre, on voit, vous voyez, on a vu une espèce de conflit est-ouest en Afghanistan par Moudjahidine interposé. Parce que le mouvement des Moudjahidines, qui sont devenus les talibans, ce sont les prédécesseurs en quelque sorte. C'est aussi un mouvement Pashtoun dont on dit qu'il a été suscité par les États-Unis eux-mêmes contre l'Union soviétique. Donc on avait une espèce de conflit est-ouest, on avait plusieurs choses qui sont prévues. Vous voyez mais il ne faut pas oublier la dimension tribale. Et voilà. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous parliez des Moudjahidines, vous parliez des talibans. Les talibans, c'est ce que ça veut dire, les étudiants en religion. Étudiants en religion, c'est-à-dire des gens qui ont été souvent formés, dans le meilleur des cas, dans les écoles coraniques et même ça du Pakistan. Mais ce sont des Pashtuns, de l'ethnie Pashtun, qui est majoritaire. Alors que ceux qui étaient plutôt, disons, ceux avec qui on a eu plus de relations, c'est les Tadjiks, représentés par le commandant Massoud, qui a été, comme vous savez, assassiné la veille du 11 septembre. Donc, il y a cette dimension Pashtun, et il y a cette dimension pakistanaise. Moi, je vous parle très très librement. J'ai suivi ce dossier, encore une fois, je ne suis pas un expert de l'Afghanistan, j'ai suivi quand même à différents moments. Je n'ai jamais compris pourquoi personne n'a jamais insisté uniquement sur le fait que la clé du problème de l'Afghanistan, elle n'est pas en Afghanistan, elle est au Pakistan. Il faut le dire. Il y a eu un représentant de l'ONU chargé de ce dossier, il s'appelle toujours Lakhdar Brahimi, diplomate d'origine algérienne, qui était ministre des Affaires étrangères et haut fonctionnaire de l'ONU, et chargé de ce dossier, il a fini par démissionner. Il a organisé des assemblées de toutes les factions, de tous les partis, comme ça, des loyaux, une espèce d'assemblée, voilà. Ça ne débouchait sur rien, parce que la clé n'était pas en Afghanistan. Et pourquoi elle était au Pakistan? Il y a une lutte terrible entre l'Inde et le Pakistan. Il faut revenir des dimensions régionales, entre deux puissances qui ont produit des puissances nucléaires qui s'affrontent, et le Pakistan, compte tenu de sa configuration, a sans doute eu besoin, ou a le sentiment d'avoir besoin, de ce qu'on appelle une profondeur stratégique, géographique. Et donc, la profondeur stratégique, c'est l'Afghanistan qui la lui donne. Donc, il est hors de question pour le Pakistan d'abandonner l'Afghanistan d'une manière ou d'une autre, quels que soient les instruments qu'il puisse utiliser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a bien vu l'affaire Ben Laden, une certaine ambiguïté, pour le moins, en tout cas de certaines parties, de certaines composantes du pouvoir pakistanais. C'est quand même un étrange paradoxe que dans un pays comme le Pakistan, où les Américains déversent une aide considérable, il n'est pas été en mesure de maîtriser ça. Donc, d'une certaine manière, les Américains, qui ont une guerre terrible, mais ils sont aussi bien réussis, comme les Soviétiques, ont fait la guerre à des gens qui finançaient eux-mêmes. Voilà. Voilà ce que je pense. Je vous le dis aussi brutalement comme ça.
Et justement, en quoi le Pakistan a ingéré dans les affaires afghanes durant toute cette période? A intérêt? A été ingéré dans les affaires intérieures de l'Afghanistan? Parce qu'ils sont dans c'est une question de contrôle de l'espace régional, dans le contexte d'une guerre permanente, qui est parfois froide et qui peut dégénérer, et ça a été parfois le cas avec l'Inde. C'est deux frères ennemis de la partition indienne de 1947. C'est un conflit qui n'est jamais résolu, qui n'a jamais été résolu totalement. C'est ça. Donc c'est très compliqué. Mais c'est assez effrayant. C'est assez effrayant, notamment la question du nucléaire. La question du nucléaire, quand je suis entré dans le secteur, dans les premières années, je suis dans ce stratégie des armements, j'ai assisté à des réunions, et des gens s'inquiétaient beaucoup du nucléaire pakistanais. Et des années plus tard, en 1998, je crois, sauf pour de ma part, le Pakistan, comme l'Inde, la même année, ont procédé à des premières expériences nucléaires. Et donc, on en parlait déjà dans les années 80, vous voyez? On en parlait déjà avec une grande inquiétude. Comment se fait-il que tout ça n'ait pas été maîtrisé? Ça m'échappe absolument. Et pire que ça va vous donner froid dans le dos. Des années plus tard, ça c'est l'époque de la Garbarani, qu'on voyait souvent à Paris, on avait le sentiment qu'on ne savait même pas contrôler le nucléaire. Madame Benazir Bhutto a été assassinée dans un meeting politique. Première ministre du Pakistan. Je ne suis pas sûr qu'elle contrôlait entièrement son pays, notamment les services, les forces armées, et encore plus les services de sécurité, parce qu'on dit que ce sont eux qui pilotent la politique afghane du Pakistan. Donc c'est une réalité assez terrifiante en fait. Et donc on est là sur ça c'est un grand problème, ça c'est un très très grand problème mondial. C'est un très très grand problème mondial dont on ne parle pas beaucoup, mais qui en puissance. Et je vais vous choquer, sans doute, mais je suis dans le Proche-Orient, mais le conflit du Proche-Orient, je parle de l'Islam-Arabe, on s'y rajoute une soit pour les populations et les États concernés, ne pèse peu par rapport à ça. C'est terrible, c'est comme ça. Et d'ailleurs, s'il pesait beaucoup plus, il aurait été résolu. D'ailleurs, une question dans le public, est-ce que c'est une langue locale? Voilà. Vous parlez pas dans le micro? Ah, là vous entendez là? Ah bon, d'accord. Non, je ne parle pas du tout. Je n'utilise pas de mégaphone d'habitude. Bon, expérience. Là vous entendez ça? Faites prêt, hein. Faites rapprochez. D'accord. Oui, je parle à la place. Vous parlez du nucléaire. Vous parlez à l'instant du nucléaire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les États seraient prêts à utiliser l'arme nucléaire? Je pense notamment à ce qui a été dit entre Vladimir Poutine et la France, où il y a eu une certaine menace qui a été faite vis-à-vis de l'utilisation de cette arme nucléaire. Est-ce que vous pensez que c'est juste une menace ou est-ce que vous pensez que ça peut réellement arriver? Bonne question. Alors, je vais à nouveau me référer à la période de la guerre froide. Finalement, la période de la guerre froide était une période finalement assez rassurante, parce que c'était l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, ça veut dire qu'il était exclu que la terreur se réalise. Ça voulait dire ça. Il y a une certaine stabilité du fait d'une neutralisation mutuelle de deux grandes superpuissances nucléaires. On n'est plus là-dedans. Moi, j'ai écrit un petit article sur mon site pour lequel j'ai fait de la publicité clandestine. J'ai appelé l'infradissuasion. L'infradissuasion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas si le terme, j'ai imaginé ce terme, mais je ne sais pas s'il est approprié. Ça veut dire que. Pardon, monsieur, est-ce que vous pouvez juste répéter le terme? Comme infrarouge, mais infradissuasion. Qu'est-ce que je vais essayer de l'expliquer? Donc, à l'époque de la guerre froide, et on peut penser que c'est encore toujours le cas, mais si je dis ça, j'ai déjà répondu à une question. Il ne faut pas non plus trop anticiper la réponse. Donc, les paraissaient exclus des puissances nucléaires
entrent en confrontation directe. Et elle le faisait par la guerre froide, c'était une espèce de. Essayons de représenter ça visuellement sur ce papier, qui traçait une ligne au milieu, qui est le rideau de fer ou le mur de Berlin, que vous voulez, ça que vous voulez, et vous mettez deux carrés de chaque côté, c'est les deux superpuissances, et vous voyez qu'elles ne s'affrontent pas, mais que c'est tout autour, qu'il y a des conflits périphériques, le nucléaire, il existe, il est là, il a été utilisé une fois dans l'histoire, il est hors de question d'imaginer qu'il puisse être employé. Aujourd'hui, on est dans une autre situation, et moi je l'ai écrit avant la guerre d'Ukraine, et encore une fois, sur la guerre d'Ukraine, je me suis trompé. Je vous le dis, je me suis trompé sur les scénarios. Je me suis trompé sur les scénarios, je l'avoue. C'est-à-dire que j'ai envisagé, je participais d'ailleurs à une conférence de la France internationale, et une grande spécialiste de la Russie a présenté les scénarios. Et je lui ai dit, vous savez, c'est très bien, elle les a présentés comme ça, sur un pied d'égalité. Première option, l'armée russe dans le Donbass. Deuxième option, elle fait ceci. Troisième option, elle va à Kiev. Je lui ai dit, bon, ces options, c'est très bien, mais moi, je préférerais que c'était comme une séquence. C'est-à-dire que je n'excluais pas le scénario d'attaque de Kiev et des villes ukrainiennes, mais je ne pouvais pas imaginer que ça se passe comme ça en une seule fois. Je pensais plutôt que l'armée russe et une possibilité pénétrerait dans les enclaves dites autoproclamées, avec la République autoproclamée du Donbass, s'arrêterait, se tournerait vers l'Ouest, puisque l'argument consiste à dire côté russe, vous menacez, l'OTAN menace, etc., pour la neutralisation de l'Ukraine, il ne faut pas perdre temps, s'arrêterait, se tournerait vers l'Ouest et dirait maintenant qu'est-ce qu'on fait? Vous la déclarez ou pas, votre neutralité? C'est sûr que cela. Rien ne se serait passé probablement, parce qu'on ne va pas décider la place ukrainienne si les formes ne faire pas par rapport à l'OTAN. Eux, ils peuvent le déclarer, ils n'ont pas l'OTAN, mais non, pas le déclarer par place. C'est un pays souverain, mais rien. Ou alors si on fait, si ce n'est pas pour nous, pourquoi le serait-il pour les Russes? Et puis, je me disais à ce moment-là, l'Ouest, entre guillemets, je ne sais pas trop se terminer, n'ayant pas réagi, vont avancer et occuper l'intégralité du Donbass. Et puis s'arrêteront et recommenceront l'appel au chômage, au poulet. Et puis ça continuera, et à la fin, ça peut être sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. On voit bien qu'en Géorgie, par exemple, l'armée russe, finalement, s'est arrêtée à un certain endroit. Le président de l'époque, Sarkozy, qui était président de l'Union européenne, y a contribué, mais depuis, les positions n'ont pas changé. En Transnistrie, la 14e armée russe est présente depuis la fin du soviétique, même chose. Elle ne bouge pas. On appelle ça les conflits gelés. Il aurait pu y avoir des conflits gelés en Ukraine qui auraient handicapé le développement normal de l'Ukraine et son évolution occidentale ou européenne. Bon, mais je vais en revenir à votre question. Et on assiste à quoi dans cette crise? On n'est plus dans une phase où le nucléaire est absolument exclu et vous voyez, en France, je me souviens quand il y a eu l'élection présidentielle de 1981, donc en 1974, le président Giscard d'Estaing a été élu et il avait ses proches qui avaient déclaré que c'était une boutade, la peine une boutade, c'est une manière, parce que le Parti communiste à l'époque avait encore un certain nombre en France, il avait dit nous sommes à une élection et à 300 km de l'armée rouge. Sous-entendu, si Giscard n'est pas élu, on aura les rouges. L'armée rouge, c'est absurde. Tout le monde trouvait ça absurde. Bon, c'était des propos de campagne électorale, mais c'est absurde. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas de figure. Donc aujourd'hui, on assiste au fait qu'une puissance nucléaire, a priori, n'utilise pas, n'envisage pas d'utiliser un nucléaire. Mais c'est bien parce qu'elle est nucléaire qu'elle camoufle ses faiblesses et apparaît encore comme une superpuissance. Parce que la Russie est une puissance faible, en réalité, en termes de PNB au niveau de l'Espagne, compte tenu de son développement, de son intérieur. Mais elle est nucléaire, elle est une superpuissance nucléaire. Et donc c'est parce qu'elle est une superpuissance nucléaire qu'elle peut rouler des mécaniques menacées, avoir une espèce de... Et c'est ça pour moi l'infradissuasion. Alors donc on passe de l'infradissuasion maintenant à votre question. Et là il y a un point d'interrogation. Là je n'ai pas la réponse. Je ne pourrais pas vous dire jamais que le nucléaire sera utilisé. Je ne peux pas l'imaginer rationnellement. Mais rien ne permet de dire des certitudes. Mais il faut essayer de rester rationnel quand même. Mais dans une certaine mesure, au niveau du nucléaire, je ne parle pas d'infra-dissuasion, mais de supra-dissuasion, étant donné que certains missiles, ça existe, notamment les États-Unis en certains missiles sont voués à justement dissuader d'envoyer des nucléaires dans la mesure où ces missiles-là sont
de ça, si ils interceptent les missiles nucléaires. Bon, ça, c'était le projet de la guerre des étoiles américaine, qui est d'ailleurs une société par terre, parce qu'elle n'a pas pu lire cette concurrence technologique, que je n'ai jamais vraiment intéressé. Mais de toute façon, je ne vais pas entrer là, je n'ai pas de compétences techniques pour répondre à tous les aspects de cette question-là que vous évoquez. Je pense que si on entend dans ce club, je pense que s'il y avait une conflit nucléaire, je ne sais pas si ça sera arrêté, si c'est pas arrêté, mais je pense qu'il ne resterait pas grand-chose à la planète de toute façon. Donc, il faut qu'il fallait envisager. Mais effectivement, il y a eu dans ce conflit des déclarations, comme la Russie est finalement un pays faible, voilà, vous pouvez rendre. De toute façon, je peux faire une certitude, quoi qu'il arrive, on le fait. À partir du moment où un seul soldat russe a franchi la frontière ukrainienne, un seul soldat russe en uniforme, je ne parle pas des milices en Donbass, d'un côté ou de l'autre, la Russie a perdu. Oui, non, vous n'avez pas l'air d'accord, mais vous avez le droit de l'être. Mais comment? Pardon? C'est logique. Non, c'est pas très logique. Elle a perdu parce qu'en termes de réputation, en termes d'engrenage, sanctions, etc., elle ne pourra pas s'en remettre. Quand vous avez un dirigeant qualifié de criminel de guerre, je pense que M. Joe Biden, le président Biden, n'est pas qualifié pour donner une qualification juridique au crime commis par son homologue russe. C'est pas à lui de le faire, il l'a dit quand même. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relation possible. Et donc vous allez voir, et vous avez des beaux esprits sur les plateaux de télévision français qui nous ont affirmé de long en large que les sanctions ne servaient à rien. Il faut voir ce que c'est la crise financière russe, enfin, une partie de la crise mondiale qui a affecté la Russie. Il y a eu, j'ai vu la chute du rouble, ça donnait, aujourd'hui c'est beaucoup plus grave que ça. Donc je pense que la Russie est en mauvaise situation. Ça, on va peut-être en parler sur les élections là-dessus, mais sur les scénarios possibles de sortie. Voilà, donc voilà. Je t'ai proposé. Pardon? Ah non, vous n'avez pas, il faut faire comme ça. Moi, je suis peut-être comme ça. Mais non, voilà, il faut parfois un peu, je suis un peu pour l'expression, on dit un seul soldat, donc Poutine a perdu. Et d'ailleurs, j'assume ce que je dis, je l'ai écrit, j'ai publié un article le 25 février, donc le lendemain, qui s'appelle Le spectre de la défaite de Vladimir Poutine. Le lendemain, le premier jour, j'ai expliqué pourquoi, de long en large. Il a perdu. Il a perdu dans ce autre temps. Et je crois que sa grande faute, je vais faire ça, parce que je ne vais pas me réserver, parce que je vais peut-être un peu d'autres questions. Mais on a parfois comparé aussi les soi-disant spécialistes qui nous parlent à la télévision, le discours de Munich, Vladimir Poutine en 2007, la vergogne de Munich, parce que chaque année il y a une conférence sur la sécurité qui relie l'OTAN, la diplomatie et la défense en Amérique, qui s'appelle la vergogne. Donc Poutine était venu une fois en 2007, il a fait un discours assez anti-américain. C'est un discours tout à fait cohérent, moi je l'ai pu prononcer aussi. Donc on nous présente ça comme si c'était même temps, ça n'a rien à voir. Et donc on pourrait déjà le livre et vous relire. Et puis on parle aussi de la doctrine de Primakov, mais sans dire parce que c'est les très grandes différences de Primakov et le discours de Munich, qui n'est pas un mauvais discours d'ailleurs. C'est un discours contre le monde unipolaire américain. Bon, un Européen digne de ce nom pourrait le penser, hein, mais Primakov, il y a une grande différence entre Poutine et Primakov. Donc Poutine avait une vénération pour Primakov, qui est Primakov. C'est que Primakov, qui était Premier ministre des Affaires étrangères de la Russie, ancien à la tête du KGB, maître espion, ce que n'est pas Poutine, d'ailleurs, j'ai jamais été Poutine, j'étais un maître espion, j'étais un agent de service de Madeleine, c'est la même chose. Et ça, il est un petit partout, et le montre maintenant. On voit qu'il n'y a pas la culture et le niveau. Mais, donc c'est vrai, je suis sérieux, je ne dis pas ça méchamment, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et la différence avec Primakov, c'est que Primakov a compris, si quelqu'un était attaché à l'Union soviétique, c'est aussi Primakov. Il a redressé la diplomatie soviétique, qui était déliquescente avec Kozyriev, ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin. Primakov considérait, quand il y a eu l'expansion soviétique, que l'Union soviétique, la Russie, n'était plus une superpuissance. Vous comprenez? Et que pour pouvoir rester une puissance, il fallait qu'elle coopère de matière multilatérale, ce qui n'excluait pas de compétition dans certains domaines, mais des compétitions toujours, qui excluaient toujours le de force. Et là, on est très bien Poutine. Poutine n'a pas compris que la Russie ne serait plus une superpuissance. C'est ça son problème. Il croit qu'il va la restaurer. Il ne va pas la restaurer.
va diminuer. Il va ramener la Russie à un état d'arriération qui n'a pas connu sa période contemporaine. Et je lisais l'excellent Dominique Moisy récemment dans les Échos, qui disait on parle de la puissance pauvre, ça c'est un terme qui a fait l'objet de livres, je ne l'ai pas vraiment utilisé ce terme, mais il y avait la puissance pauvre, maintenant il va y avoir la puissance arriérée. Voilà. À croire qu'on est là, à se tromper dans le diagnostic, vous voyez, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic. Il faut savoir ce que l'on est et ce que l'on peut faire. Quand on est un bouchon, on se comporte comme un bouchon. Bon, Poutine n'est pas un bouchon, mais il n'est pas une superpuissance. Et il perd pas. La glorieuse armée russe, je suis désolé de le dire, je ne suis pas du anti-russe, mais disons de Russie ou d'attachement à ce pays. On a été de faire une démonstration apocalyptique, dans tous les sens du terme, tant par la destruction qu'elle occasionne, que par sa faiblesse, parce qu'elle se comporte selon une tactique et une stratégie qui est totalement dépassée, qui est digne de la Seconde Guerre mondiale. Mais, alors que, heureusement, on n'est pas engagé, mais je pense que l'armée française, avec 50 fois moins d'hommes, on dit, malheureusement, j'ai un général sur des plateaux de télévision, un ancien chef d'état-major dans l'armée française, vous imaginez, dire, si on était engagé là-dedans, on ne pouvait pas tenir. Comment on peut dire ça? Non, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas vrai. Si c'était vrai, il faut pas le dire. Mais imaginez les rafales, c'est un scénario plus théorique. Imaginez la colonne de 70 km de blindés et de transport de troupes au nord de Kiev. Avec les rafales, ça serait du tir au pigeon. Ça serait du tir au pigeon. Et d'ailleurs, les Ukrainiens y arrivent eux-mêmes. Ils réclament pourquoi on ne parle plus de cette colonne? Elle avance plus, elle est totalement démembrée. Elle est peut-être des troupes russes qui vont arriver à Kiev, mais ils l'ont stoppé. Ça serait du tir au pigeon. 50 000 morts. La destruction, c'est le problème. Et je pense que c'est peut-être le problème des Ukrainiens, mais là je me rends dessus. Là je me rends dessus. Mais imaginez qu'ils le réalisent eux-mêmes. Là, j'en reviens à la question de mademoiselle. J'en reviens à la question. Si la destruction de l'armée russe est trop forte et trop brutale, qu'est-ce qui peut venir à la tête de ceux qui pensent encore en termes de superpuissance? Les missiles hypersoniques? La guerre chimique? Ou pire que ça? Je n'ai pas la réponse. Merci. Et donc, il faut faire très attention. Mais il faut faire très attention. Merci. Nous allons justement passer au troisième thème sur la guerre en Ukraine. Pour rappel, le 1er décembre, les États-Unis ont évoqué les preuves qui montreraient que la Russie envisageait un important acte d'agression contre l'Ukraine, à notamment des militaires à la frontière entre les deux États. Le 21 février, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk dans le Donbass en Ukraine. Et le 22 février, l'Union européenne a commencé à pris des sanctions contre la Russie. Et enfin, le 24 février, peu avant 6 h du matin, Vladimir Poutine a annoncé le déclenchement d'une opération militaire spéciale en Ukraine et les lancements de tirs de missiles et des bombardements a commencé. Donc, nous devrions d'abord revenir au-delà de ces dates récentes à la situation avant et pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Est-ce que Poutine dit, et peut-être ce qu'il croit, il a même écrit qu'on sait qu'on ne considère pas que la nation ukrainienne est une nation indépendante. On ne reconnaît pas la même nation ukrainienne, au-delà de l'État. Donc il nie l'existence de l'Ukraine. Donc il y a cette dimension historico-religieuse de ce que vous voulez. Donc ça c'est une chose. Il y a c'est ça qui le motive. Alors après, il y a l'affiage, les génocidaires des Ukrainiens continuent à le dire, et les néo-nazis ukrainiens, l'OTAN qui menace Terraza, qui ne correspond pas à la vérité. L'affaire de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été stoppée en 2008. En 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, Sarkozy et Angela Merkel, une fois la faculté de bien. Non, parce que la pauvre dame, elle a quand même lié son pays, elle a quand même livré son pays, pieds et poings liés à la dépendance énergétique russe. Et avec elle, avec son pays, elle a livré l'Ukraine et l'Europe. Donc je ne peux pas lui faire de cadeau. Ça fait longtemps que je pense ainsi. Donc je ne vous aide pas pour le dire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
la grande Merkel est une catastrophe. Mais en tout cas, en 2008, non, vous verrez, le reste écriront les historiens. Non, non, mais moi je vous dis, écoutez, Madame Merkel est un mystère, enrobé d'une énigme, comme on dit, c'est Churchill de l'Union soviétique. Est-ce que vous la connaissez, Madame Merkel? Après 16 ans de pouvoir, est-ce que vous comprenez même ce qu'elle a derrière son visage? Moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais bon, apparemment, elle a bien géré les affaires de l'Allemagne. Il faut le reconnaître. Elle a été une très bonne technicienne électorale. Elle n'a pas été non plus une femme qui a eu des succès considérables en politique, puisque sur 16 ans de pouvoir, on dira Madame Merkel, 16 ans à la chancellerie. Sur 16 ans de chancellerie, il y a eu 12 années de cohabitation. 12 années de cohabitation. C'est quand même pas un triomphe électoral. Enfin bon, elle s'est débrouillée pour rester en place. Et bien, elle n'a pas pris de grandes décisions. J'en connais pas beaucoup. Il y en a une ou deux. Elles ont été toutes les deux mauvaises. Et notamment, ce n'est pas elle qui est à l'origine de la fermeture des centrales nucléaires allemandes, c'est pas sa décision, mais si elle était une femme d'État, elle aurait inversé la tendance. Parce qu'aujourd'hui, mais malheureusement, aujourd'hui, les Allemands n'ont toujours pas compris qu'il fallait qu'ils maintiennent ouvertes les centrales. Sinon, non plus, ils risquent de ne plus avoir le gaz russe. Le gars, il va être très très mal. Et Mme Merkel a fait pire que ça. C'est la double peine pour les Allemands et pour l'Europe, parce que l'Allemagne est le premier pays pollueur d'Europe. Moi, j'aime beaucoup les Allemands, l'Allemagne. Mais c'est un fait, c'est le premier pays pollueur d'Europe. Hein, à cause du charbon, parce qu'il est non nucléaire, Merkel a même importé le Russie pour augmenter la dépendance et augmenter la pollution. Et elle l'a fait après l'affaire de Crimée en 2014. Franchement, il n'y a pas un étudiant dans cette salle qui ferait moins bien qu'elle. Bon, alors je veux dire. Bon, alors j'en ferme ma parenthèse, mais à Bucarest en 2008, Merkel a encouragé entre sémillant et vigoureux et dynamique Nicolas Sarkozy a refusé d'entrer de l'Ukraine dans l'OTAN. Merkel et Sarkozy s'y sont opposés. Et ils ont quand même fini par céder, donc l'Ukraine n'est pas rentrée dans l'OTAN, et c'était également le cas pour la Géorgie. Mais Sarkozy et Merkel, malheureusement, ont cédé dans cette espèce de document final que George Bush Junior leur a fini par l'imposer, qui, je ne sais pas le texte en tête précis, mais qui disposait que la porte un jour pourrait être ouverte. Voilà, en gros, c'est l'idée. Mais c'est pas plus que ça. Depuis 2008, il ne s'est rien passé. Donc j'en reviens à votre question, je vais oublier encore d'autres, même si je fais un petit détour. C'est pas la menace que vous exposez de l'OTAN en Ukraine qui est la cause. C'est une présentation. Il n'y a pas de danger que l'OTAN en Ukraine. C'est pas d'attaque. Et d'ailleurs, un pays en guerre, c'est impossible de faire entrer un pays en guerre en temps, parce que faire entrer un pays en guerre en temps, ça veut dire qu'au titre de l'article 5 de la charte de l'Alliance, vous avez automatiquement le groupe d'assistance. Donc, faire entrer l'Ukraine en temps, on doit aller faire la guerre contre les Russes. Donc, qui voudrait faire ça? Personne. Donc, un pays qui est en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Donc, la question de se poser. C'est aussi simple que ça. C'est cartésien, non? C'est logique. Et enfin, dernière considération, moi, personnellement, je pense qu'il y a une dimension de politique de situation intérieure russe qui est fondamentale. Le régime de Vladimir Poutine est dans le bout de course. Dans le bout de course. Totalement essoufflé. Économiquement exsangue, pillé pendant une dizaine d'années par un système qui est une espèce de consanguinité du pouvoir de l'État et des oligarques. Une consanguinité. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez ces braves oligarques qui vivent sur nos côtes et dans nos villes européennes, assez confortablement, dire qu'on est oligarque, c'est-à-dire qu'on a du pouvoir. Donc, il veut évidemment il faut tout pour se détacher, mais c'est pas vrai. M. Abramovich a même été gouverneur, tout en évitant à Londres, à assister à quelques matchs du club de Chelsea. Dans le même temps, comme dirait l'autre, il était gouverneur d'une région septentrionale de la Russie, qu'il a eu reconnu, c'est la terre au nord. Donc, vous voyez, on est très riche, ça ne suffit pas pour gagner. Et ce qu'il a gagné, il a fait en son pays. Et c'est un des piliers de Tunisie. Donc c'est normal qu'on le fera. C'est normal qu'on le fera. D'ailleurs, pour faire simple, pour résumer cette biographie, je vois, je fais une petite parenthèse sur les oligarques. M. Abramovich a racheté en privatisation sauvage la société Zignef. Zignef, c'est le pétrole russe, le pétrole sibérien, pour une poignée de dollars. Il a revendu quelques années plus tard au vendeur, à celui qui lui avait vendu l'État, pour 13 milliards. 13 milliards. Voilà. Donc, vous savez, c'est pas la peine de faire ce Biocco, je sais, pour venir
de l'oligarque. Ou mieux connaître les structures de force, c'est lui qui l'a fait. C'est plus simple, ne vous fatiguez pas à la école de commerce ou de gestion. Voilà, c'est comme ça qu'on devient riche. Donc, j'en reviens à la situation intérieure. Je pense que la Russie est un régime un peu souple, un peuple intelligent et éduqué, qui a toujours été éduqué, même à l'époque soviétique, très bien éduqué. Il faut reconnaître, c'est un des acquis du communisme soviétique, qui est gouverné par un pouvoir s'équilibrer d'une autre époque. Une autre époque, on le voit aujourd'hui. La guerre en Ukraine, une guerre d'une autre époque. Donc, je pense que Poutine a plutôt redonner un souffle nouveau à un pays, à un souffle, le relancer dans l'attention, une stratégie de l'attention, qui aurait dû réussir selon ses plans, qui aurait dû voir l'armée ukrainienne s'effondrer immédiatement, Kiev débordé partout, un pouvoir ukrainien partant à l'étranger. Boris Johnson avait proposé la cette politique à Zelensky dès le début de l'opération. Il a même eu cette formule adressée aux Américains, je ne sais pas si on peut annoncer, je n'ai pas besoin d'un taxi, je voudrais plutôt des armes pour me défendre. Hein. Donc ça n'a pas marché, vous voyez, et cette résistance ukrainienne qui a sauvé l'Ukraine. L'Ukraine est déjà sauvée par sa résistance. Je ne veux pas être méchant pour nos ancêtres, mais si la France en 1940 avait résisté comme l'Ukraine, aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'occupation de l'Allemagne. Donc la réponse est plutôt, je crois qu'il y a un gros facteur intérieur. Et puis bon, il y a l'ensemble de choses. Mais il y a les conséquences intérieures dont on ne parle pas assez. Dans un pays qui est plus secret, dans un pays qui est soumis à une... Moi j'ai eu la chance de connaître la fin de l'Union soviétique. C'était une période, dans les révolutions, c'est pas une révolution. Il y a toujours des périodes dures. Donc c'est une période extraordinaire, où l'argent ne comptait pas encore, où la peur a disparu, où on pouvait aller n'importe où, y compris à la buvette du Soviet suprême, parler avec des gens qui sont des grandes figures de la petite Russe, parler avec tout le monde, sans crainte. Il y avait une vraie démocratie, qui était un peu le bazar, mais c'était la démocratie. Donc aujourd'hui, on en est loin, vous comprenez? Enfin, aujourd'hui, on est ce qui nous mène une régression par rapport à la fin de l'Union soviétique, y compris pour le pouvoir russe, dont on a très bien vu lors de la fameuse séance au Conseil de sécurité à Moscou, qui a été télévisée, que c'était le pouvoir d'un seul, enfin, si c'est pas un seul, c'est quelques-uns, même par rapport à des gens qui ont posé le Conseil de sécurité, et qui sont le ministre des Affaires étrangères, le chef des services de renseignement extérieur, Narishkin, que nous connaissons bien en France, qui est notre sophistiqué, Nicolas Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité, et d'autres, vous comprenez, qui sont dissociés. Donc c'est même pire que le pouvoir religieux soviétique, et si l'atmosphère est bien pire. Je pense qu'à la fin de la soviétique, mais la question de l'emprisonnement de Navalny ne serait même pas posée. Il n'y avait aucune peur dans le pays. La peur est revenue, et pendant des dizaines d'années, on a formaté l'opinion. Et quand j'entends dans un stade, le 18 mars dernier, devant 80 000 personnes, Poutine dire ce qu'il a dit, sous des slogans en immense lettres, un seul slogan, qui est « Pour la paix sans le nazisme, virgule, pour la Russie ». Comment en 2022 peut-on dire des choses pareilles face à une opinion? Et ceux qui sont dans le stade, c'est des jeunes comme vous, j'allais pas dire moi, des jeunes comme vous, qui venaient pour un concert, qui étaient aussi bien que vous, voilà, et qui ont assène ça. C'est quand même grave, mais c'est grave. Pour l'avenir de la Russie, c'est grave. Ça veut dire qu'ils sont formatés. Comment? Ils sont formatés, les jeunes. Non, je pense qu'ils sont un peu en dehors. Eux, ceux qui sont dans le stade, je pense qu'ils sont un peu en dehors de la politique. Ils sont venus pour le concert. Mais il y a beaucoup de gens qui sont formatés. Ceux qui sont formatés, c'est plus des gens un peu plus âgés, qui ont connu l'Union soviétique, qui ont de nostalgie, et finalement qui voient Poutine faire appel à leur nostalgie et parfois des frustrations aussi, de gens qui ont été déclassés par le capitalisme sauvage. Vous voyez, c'est comme il y a toujours de boucs émissaires. Et l'Ouest est le bouc émissaire de ces erreurs russes. C'est pour ça que je n'accepte pas la thèse de l'humiliation. Elle est fausse, on pourrait le démontrer. Toute proportion gardée, vous allez dire c'est encore un rapport. Mais le Brexit au Royaume-Uni, ça a été la même chose. C'est le mariage de carpe et du lapin. C'est-à-dire de la soi-disant élite britannique, nostalgique, pour faire simple, de l'Empire, passé glorieux, et sortez de Londres, vous allez dans les villes industrielles, désindustrialisées de l'Angleterre, vous voyez le résultat. Il y a tous ces gens-là, une politique conservatrice stupide,
et qui a négligé les régions, qui a négligé le nord de l'Angleterre, a dit sans arrêt aux gens, vos problèmes, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas que l'Europe. Donc, vous voyez, on peut formater aussi les opinions. Il faut faire aussi. Pas sur la biologie. Je pense que c'est ça la réponse à votre question. Mais ça mérite l'avenir, franchement, va nous éclairer un peu, finir par savoir. C'est sûr qu'il va pas faire des plans sur la comète. Non, mais c'est comme ça, c'est le problème interrusse, c'est une réalité. Oui, il y a un bon. Vous savez, ce sont des incapables, en termes de. C'est un régime d'incapables aussi. C'est facile d'être dans un petit gars de service, couleur vert gris. Mais par exemple, moi j'ai vécu la crise de 2008, parce que j'étais chez Alstom, mais même avant Alstom. Je ne sais pas si je peux dire un mot là-dessus, je connais les affaires intérieures, mais je m'adresse aux responsables, aussi gouvernement plus tard, je ne veux pas trop développer sur l'intérieur, mais c'est quand même une explication. Parlons en 2 mots de la politique économique. En 2008, la crise financière et économique et financière internationale a frappé la Russie de manière différée, quelques mois de retard. Il y a eu une brusque détérioration des termes de l'échange. Le prix du baril de pétrole est passé du mois de juillet 2008 au mois de septembre 2008. C'est court, hein. En 3 mois, de 147 $ le baril à 30 $. À partir de 60 $, l'économie c'est plus équilibré. Mais c'est simple, les chiffres qu'on donne sont simples. De 147 à 30 $ par mois. Et 80% des ressources de l'État russe viennent des produits énergétiques. Donc vous voyez le fait qu'ils vont calculer. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû dévaluer. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient affectés du syndrome de 1998, parce que le groupe, en quelques jours, 40 ans, a perdu 70% de sa valeur, et le pouvoir de Boris Yeltsin, qui est encore président, a chancelé totalement. Donc ils étaient frappés par ce syndrome, et par la crainte d'une crise politique et sociale, au-delà de la crise économique et financière, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne voulaient pas dévaluer? Ils se sont dit, il y avait un grand groupe, ils ont dit on va accompagner la glissade du groupe, et c'est très. Ça veut dire que la Banque centrale de Russie est intervenue entre novembre 2008 et février 2009 de manière continue pour accompagner la glissade et éviter une chute. Moyennant quoi, la Banque centrale de Russie a dépensé 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars pour cette opération-là. Et au final, le groupe a quand même perdu 30% de la valeur. Ça va, c'est une politique de dribble, c'est une politique incapable. Ils sont incapables. Ce pouvoir est incapable. Faut-il est incapable. Sinon faire une guerre et jouer des personnages d'une histoire, de l'histoire qu'on croyait passer aux oubliettes. Voilà, incapable. Et du coup, face à ces incapables, est-ce que la diplomatie, elle a encore un pouvoir? Est-ce qu'on peut essayer de discuter on voit aujourd'hui qu'on a des problèmes au niveau international, parce qu'il y a plusieurs mécanismes. Alors, la diplomatie continue à fonctionner. Je crois que donc c'est là. Donc la France est sans illusion. On a posé des sanctions comme les autres, on a même été des promoteurs, mais on a décidé, parce qu'on parle au nom de l'Europe, parce qu'il faut quand même garder un fil ténu de communication. Et en plus, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que le canal de communication avec Vladimir Poutine. J'ai cru comprendre qu'il y avait un autre, sinon d'autres canaux de communication. Ça peut avoir son intérêt à un moment ou à un autre. Mais il est difficile d'en dire plus, parce que d'abord, je ne sais pas, plus précisément. Mais j'imagine que peut-être il y a un moment ou un autre, il faudra peut-être parler. Puis ne serait-ce que quand vous avez. Je me souviens d'un ambassadeur de France en Libye, à la grande époque de Kadhafi, qui disait. C'est un homme qui avait un langage très imagé, c'est assez rare, pour être remarqué chez les diplomates, et qui s'est exprimé publiquement, se présente en Jura. C'était Géorgie. Géorgie, c'est un grand connaisseur arabe. Il disait Kadhafi, c'est comme le cheval sauvage, c'est comme le cheval fou, il faut lui parler sans arrêt. Voilà, je vous ai répondu. Donc la diplomatie aujourd'hui, c'est ça. Il y a une question en plus. J'aimerais revenir sur ce que vous avez évoqué il y a quelques minutes, à propos du développement de cette guerre qui serait Vladimir Poutine, façon de relancer son régime en plein essoufflement. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une
grosse erreur stratégique pour lui au sujet du gaz et du gazoduc Nord Stream 2, puisqu'il s'agit du quatrième gazoduc le plus important qui desservirait l'Allemagne depuis la Russie. Mais il s'avère que là, ce gazoduc très très important traverse l'Ukraine et qu'il paraît évidemment difficile de faire la guerre dans un pays où on fait transport du gaz. Et pourquoi ne pas avoir attendu la mise en service de ce gazoduc Nord Stream 2? Alors, d'abord, une précision, là, vous avez dit que le gaz était lancé par l'Ukraine, non, justement, Nord Stream 2, c'était destiné à contourner. Il y a 4 gazoducs très Oui, mais voilà. dont un qui passe par l'Ukraine. Non, mais sinon, vous avez sur le point, ça c'est évidemment aussi des erreurs. Parce que l'Allemagne, il est inconscient. Même si elle a essayé à un moment donné de la crise, mais c'est avant l'intervention proprement dite, Scholz, le chancelier Scholz, s'était forcé de faire en sorte que le gazoduc Nord Stream 2 soit préservé. À partir du moment où l'armée russe a franchi les frontières de l'Ukraine, il était possible pour l'Allemagne de faire autre chose que de suspendre, sans doute définitivement. Et donc, effectivement, c'est une grosse erreur. Alors, on parle en même temps, vous avez aussi des mauvais esprits sur le plateau de télévision. Il est beaucoup de journalistes qui nous expliquer que tout ça n'est pas si grave, parce que nous, évidemment, nous ne sommes pas du tout. Et nous avons jeté Poutine dans les bras de la Chine, n'est-ce pas? Et donc, il va se rétablir comme ça. Vous savez, il faut avoir une industrie pour comprendre, surtout en matière énergétique, on ne construit pas un gazoduc comme ça. Parce qu'il y a quand Poutine a serré la main de Xi Jinping en marge des Jeux Olympiques de Pékin, cette année, ils ont conclu un accord aussi sur un nouveau gazoduc, qui pourrait transporter, je crois, 30 milliards de mètres cubes. Mais vous savez, rien que l'investissement, je n'ai pas le chiffre, mais c'est au moins 10 milliards de dollars d'investissement. Qui va le payer? Les Russes? Ce n'est pas le genre de Russes de payer. Par contre, les Chinois, parfois, ils payent eux-mêmes, ils se servent sur la bête, vous voyez. Ils se servent sur les quantités de gaz. Ils payent le gazoduc, après ils se payent sur les quantités qu'ils apportent. C'est-à-dire que le pays qui exporte reçoit très peu. C'est comme ça qu'ils procèdent dans les centrales. Je t'ai bien passé pour savoir. Donc, tout ça pour dire. Mais effectivement, vous avez raison. C'est une erreur stratégique, plus. Mais il n'a pas pensé, je crois qu'il n'a pas pensé qu'il y aurait une telle réaction de l'Ouest. Il n'a pas imaginé que cette réaction, que son action pourrait provoquer. Et puis l'Allemagne, vous savez, on a trouvé Merkel. Merkel est passée au travers de tous les orages. Elle a même augmenté la dépense énergétique, comme je le disais tout à l'heure, de l'Allemagne par rapport à la Russie, après l'annexion de l'Ukraine. Après l'annexion de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus à Merkel pour comprendre? Et donc, à partir du moment où elle a fait ça, Olaf Scholz ayant été le supplétif de Mme Merkel au gouvernement, c'était son ministre des Affaires étrangères, et en plus, les sociaux-démocrates sont encore plus proches des Russes en termes de coopération économique. Ça ne pouvait que bien se passer pour M. Poutine. Mais il s'est trompé. Parce que les Allemands, finalement, ont laissé le choix aussi. Et puis, il y a aussi un facteur complémentaire, c'est pas uniquement la pression de l'Europe, la pression de l'Ouest sur l'Allemagne, qui fait que l'Allemagne a finalement renoncé à nos. En tout cas, pour le moment. Et bon, j'imagine mal qu'il soit rétabli ce catholique prochainement. Mais c'est qu'il y a aussi, vraiment, aussi Mme Annalena Baerbock. La vraie chancelière de l'Allemagne aujourd'hui, c'est Mme Annalena Baerbock. Et la verte, c'est une verte réaliste. Ils ont la chance, les Allemands, d'avoir une verte réaliste et cohérente, c'est une femme remarquable. Très cohérente. Très cohérente. Et dans l'affaire du gazoduc, d'abord, elle n'aimait pas le gazoduc, parce qu'elle est verte. Et c'est du point de vue des défenseurs de l'environnement, en Allemagne, c'est pas un très beau projet. Deuxièmement, c'est une femme qui, dans son idéologie politique, insiste sur les valeurs beaucoup plus auparavant dans la politique allemande, notamment dans la relation avec la Chine et la Russie. Et donc, très très naturellement, dès qu'il y a eu l'intervention, elle était une des premières à militer pour la suppression de ce projet, la fin de ce projet. Donc voilà comment on est arrivé. Poutine n'a pas compris tout ça. Mais à partir du moment où il ne comprend même pas l'aspect ukrainien, il ne peut pas comprendre grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'autres sans doute qui connaissent l'Ukraine, c'est ça. Moi, je connais très peu l'Ukraine. Il se trouve que je trouvais l'Ukraine pour Wallstrom, j'y suis allé, j'ai un peu. Je dirais, avant même de mettre les pieds en Ukraine,
Et avant même la fin du soviétique, j'entendais parler, il suffisait de lire les revues, les bonnes revues françaises, que tous les étudiants en relations internationales lisaient, pour savoir que il y avait un nationalisme ukrainien qui était très fort, que l'Ukraine n'est pas un pays, c'est pas un petit pays, c'est une grande histoire, c'est quelque chose qui mérite plus de respect, un respect que Poutine ne lui a accordé, parce qu'il est ignare. Il est ignare. C'est pas le maître des échecs, vous savez. Il est intelligent, ça c'est animal, je pense. Mais il a on sait bien qu'il a une culture, une culture historique. Il n'a jamais pas un discours traduit. Merci, M. On a une deuxième question. Excusez-moi, je n'entends pas. Sur cette guerre en Ukraine, on a beaucoup entendu parler de temps, on a entendu parler des aides qui ont été faites et d'un consensus sur le soutien à l'Ukraine. Malheureusement, le temps a très peu de place et ne peut pas vraiment agir militairement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que des pays limitrophes de la Russie n'ont pas ratifié le temps sont potentiellement en danger peut-être la Russie? Lesquels? Je pense à l'Est, dans l'Est, Lettonie et ces pays qui Ils sont pour en temps. Les Pays-Bas sont en temps. Et dans les pays non, pas participants qui risquent de se danger, c'est bien connu. Ça, c'est à l'ouest, c'est pas vraiment où il y a la Russe en Ukraine, la Russe est au contact de l'OTAN. Arrive au contact de l'OTAN. C'est un des problèmes d'ailleurs, parce que Poutine voulait absolument éviter ça. Mais que ce soit l'OTAN qui progresse vers l'Est, vers la Russie, ou c'est la Russie qui progresse vers l'Ouest, vers l'OTAN, il y a le même risque d'être en contact. Alors après, est-ce que la question c'est est-ce que ces frontières-là peuvent être franchies? Est-ce qu'il peut y avoir des incidents? Imaginons un missile personnel qui tombe par hasard en Pologne. Qu'est-ce qu'on fait? Et je parle, il peut y avoir des dégâts considérables. Qu'est-ce qu'on fait? On considère qu'une attaque quand on est à l'OTAN. Donc on peut se trouver dans ce genre de situation. Quant aux autres pays, dans l'Asie centrale, je connais bien l'Asie centrale, je pense qu'en Asie centrale, on va pas entendre parler de la Russie. Vous savez, l'opération de police que les Russes ont faite il y a quelques semaines, il y a assez longtemps au Kazakhstan, parce qu'il y a des troubles, ils sont pas restés longtemps, les Russes, parce que les Kazakhs, ça pose une petite humiliation pour les Kazakhs de devoir faire appel aux Russes pour rétablir l'ordre. Je ne pense pas qu'ils étaient tous d'accord. En Asie centrale, il n'y a pas de marche arrière envisagée. J'imagine mal la Russie se déployer dans l'Est. Pourquoi? D'abord parce que ces pays n'en veulent pas, vous direz est-ce qu'il n'y a pas de possibilité militaire de s'opposer, mais vous avez plusieurs concurrences auxquelles va se heurter la Russie dans cette zone-là, à commencer par celle de la Chine. Vous voyez, la fameuse carte chinoise dont on rebat les oreilles, elle ne fonctionne pas. Parce que, par exemple, dans un pays comme le Turkménistan, qui est ambassadeur, qui est le quatrième réserve de gaz du monde, aujourd'hui, le seul acheteur de gaz, c'est la Chine. Et la Russie, à travers ses communautés, à travers la langue russe, à travers plein de choses, et puis il y a encore une autre concurrence. C'est le Turkménistan. C'est-à-dire qu'on est dans une zone d'influence de la Turquie. Le président turc, je lui ai regardé plusieurs fois, il y a 4 fois par an dans ce pays. C'est un des principaux marchés de l'Union turque. Et donc la Turquie, qui mélange un peu tout aussi à Russie, qui pense qu'il y a une nation et plusieurs États, ça ne fait pas plaisir tellement à ces jeunes nations centrales comme ça, mais elle peut être aussi dans la concurrence avec la Russie. Donc là, je ne pense pas que la Russie a les moyens de faire face à tout ce qui peut être des oppositions. Les Chinois ne laisseront pas faire les Russes centrales. Ils ont beau avoir la meilleure relation du monde affichée sur les écrans de télévision, avec des serments de main à marge des jeux de Pékin, mais quand vous mettez en tête que le grand projet chinois, c'est une nouvelle population, c'est le cœur de leur projet. Vous croyez qu'ils ne vont quand même pas laisser les Russes comme ça. Donc, pour faire ça, et ce serait peut-être une. Pardon. Allez-y. Ah oui, donc sur la route de la soie, est-ce que vous pensez que sur des routes de la soie qui passent par
se détériorer, étant donné que la Chine a aussi des intérêts dans cette guerre? Alors moi j'ai écrit, là, parce que j'ai écrit 2 articles sur le sujet, qui s'appelait Notre carte chinoise. Je pense que c'est pas la Russie qui a des cartes chinoises à jouer, c'est nous. Et deuxièmement, la puissance hyper calculatrice. Je pense que les Chinois sont hyper calculatrices. C'est-à-dire que, cette expression que la formule n'est pas de moi, mais celle que je vais dire maintenant, c'est M. Delisfray qui utilise pour eux la Russie, dans la mesure où elle font peut-être baisser dans la garde de la protection occidentale, c'est bien. Ils jouent un rôle de bélier. Ça, c'est bien. Ça ne leur déplaît pas aux Chinois. En plus, ça se fait une diversion avec l'Extrême-Orient, avec Taïwan, etc. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas aller trop loin. Entièrement, le conflit est trop important, comme c'est le cas, et trop durable. Il y a des risques de désorganisation économique du commerce international, etc. La Chine, sans le commerce international, c'est-à-dire sans la croissance, sans sa croissance, se met en danger, elle met même en danger son système politique. Donc ce n'est pas acceptable pour la Chine. Donc je pense que malgré les apparences, malgré les sourires convenus, malgré les déclarations d'amitié éternelles, c'est le terme, je le mets entre guillemets, c'est celui que j'utilise, je n'en crois pas un mot. Je crois qu'à un moment donné, si la Russie continue comme elle le fait, elle va se retrouver face à une réserve, voire plus, de la Chine. Justement, c'est la deuxième question que vous avez posée. Bonsoir. Alors, ma question, c'est à propos de la Canada et de cette décision récente d'acheter des F-35 américains et des radars français. Est-ce que selon vous, ça ne serait pas un chiffre de la promotion française de ces avions-là? Et j'ai une deuxième question, c'est concernant notamment la Chine. Est-ce que. Excusez-moi, concernant la Chine, oui, la Chine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déplacement du centre géopolitique international vers la Chine, vu la décision de la Russie d'attendre la fin de la Chine pour commencer l'invasion de l'Ukraine? Elle a attendu la fin des Jeux olympiques qui étaient américains pour commencer son invasion. Est-ce qu'il n'y aurait pas une influence chinoise montante? Et est-ce que ce ne serait pas le nouveau centre de gravité de la géopolitique internationale? Je suis d'accord sur les 2 points. Les F-35, c'est assez choquant. On ne peut pas le dire publiquement parce que ce n'est pas le moment pour discuter en public entre Européens. On a mieux à faire aujourd'hui face à cette crise, vous voyez. Mais c'est assez choquant. C'est assez choquant. En plus, l'Allemagne aurait pu acheter des Eurofighter à défaut d'acheter des Rafale. Alors déjà, il était un choix européen. Cela, c'est un choix totalement américain. Totalement américain. Donc c'est désolant dans l'immédiat. C'est désolant aussi pour le futur. Il ne s'agit pas de créer une armée européenne, justement pas l'armée européenne en Europe, mais on va intégrer. On peut très bien avoir une sécurité européenne qui repose sur les sécurités nationales et les formations militaires nationales. Et donc c'est assez dommage que les Allemands fassent ce choix américain exclusif. Et en plus, on a un projet qui s'appelle le SCAF, c'est le système d'avion de combat du futur, en 2040. C'est un projet considérable dans lequel Airbus est impliqué. Et je crois savoir, je ne pense pas que ce soit un secret maintenant, que ça se passe pas très bien, déjà. Donc ça augure mal de l'avenir de cette coopération, qui est censée faire émerger plus qu'un avion pour remplacer ceux existants, mais un système de défense aérienne. C'est-à-dire, ça ne comprend pas qu'un avion, mais aussi des satellites, toutes sortes, tout un accompagnement. Donc la décision sur les F-35 est assez catastrophique et désolante. C'est vrai. Alors quant à la Chine, et la Chine évidemment est une très grande puissance, moi je conseillerais à tous les responsables politiques du monde entier à faire un voyage en Chine. Ça a l'air avec une certaine modestie. Il faut voir ce que la Chine a réalisé. C'est impressionnant. C'est pas pour autant le signe d'une très grande stabilité. Les Chinois voulaient dire eux-mêmes. La Chine, qui a 50 millions d'habitants de plus par an, c'est-à-dire quasiment l'équivalent d'une France, vous imaginez,
une France de plus par an dans leur pays. Eh bien, ils considèrent qu'il n'y a pas de petits problèmes chez eux. Moi, j'ai vu ici une Chine qui était à l'apogée il y a quelques années, mais d'une année sur l'autre, ça peut évoluer. Parce que ce succès, cette puissance est fragile. Elle est toujours fragile. Elle est conditionnée par sa démographie, par la croissance nécessaire. La Chine, moi, c'est pas M. Xi Jinping qui me fait peur. Il me fait absolument pas peur, M. Xi Jinping. Pas plus qu'un autre. Vous pourrez mettre n'importe quelle de la Chine. Cette machine chinoise est obligée de produire, de croître, de détruire l'environnement, sans lequel, sans quoi, la Chine ne peut pas garantir son développement, sa modernisation, sa puissance, son équilibre social et la stabilité de son système politique. Vous voyez? Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, c'est une très grande puissance. Il ne faut pas la voir comme on sort. Et j'en reviens à la question initiale, sur les sous-marins nucléaires, le grand avantage, le très grand avantage d'avoir perdu le contrat des sous-marins à la pollution nucléaire et de la création de l'AUKUS entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est que nous n'y sommes pas. Imaginez qu'on ait conservé le contrat sur les sous-marins, que les Américains aient poussé à la construction de cette nouvelle alliance, qui est en fait un nouveau bloc. Nous y serions. Comment pourrions-nous dire non aux Australiens que nous serions un partenaire stratégique et dont nous allons assurer la fourniture de ces sous-marins nucléaires pendant des dizaines d'années à venir? Dans le contrat initial, il était prévu 50 ans de maintenance assurée par le chantier naval. 50 ans de maintenance. Donc nous serions dans l'AUKUS. L'AUKUS, qu'est-ce que ça veut dire? L'AUKUS, pour la Chine, c'est le torchon rouge agité à la face de la Chine. Or, moi je me suis dans une tradition plus gaulienne, disons de la guerre froide. Pendant la guerre froide, le général de Gaulle a réussi à promouvoir ce qu'il a appelé la détente, l'entente et la coopération. On a quand même réussi à faire quelque chose entre les blocs. C'est une politique entre les blocs. Aujourd'hui, on voit bien que dans cette nouvelle guerre froide, même si ce n'est pas la guerre froide, il faudra définir les choses autrement, puisque ce n'est pas un système avec une stabilité assurée par-dessus la puissance nucléaire, on a une tentation à reconstituer des blocs, que ce soit à l'ouest. On dit que les Américains ne s'intéressent plus à l'Europe à l'ouest. Il faut voir le fait que nous fassions le job face à la Russie, je ne suis pas sûr que ça en déplaise. Et par ailleurs, eux, il est clair qu'ils sont en train de mettre en place une espèce de système anti-pékin, comme ça a été le cas à l'époque de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était une stratégie politique, géopolitique et militaire dans le cadre d'un système anti-Pékin. C'est ça le sens de la guerre du Vietnam. C'était anti-Pékin. Il ne faut pas oublier ça. Mais il ne faut pas entrer là-dedans. Je ne dis pas que la Chine est un pays qui n'est pas inquiétant à certains égards. Cette machine qui paraît incontrôlable. Mais entrer dans une alliance contre la Chine aujourd'hui, c'est clairement une alliance contre la Chine. Nous n'y sommes pas, et c'est très bien. Et il faut respecter la Chine, il faut travailler avec elle autant qu'on le peut. Parce que je pense que c'est un pays raisonnable. Et je pense même qu'il y a un grand deal. Il y a un grand deal à l'échelle mondiale vers la Chine. Qui soit une espèce de, vous savez, en 1494, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a eu le traité de Tordesillas entre l'Espagne et le Portugal, le partage du monde, le traité de Tordesillas. Mais il faut faire un traité de Tordesillas avec la Chine. Parce qu'on peut très bien vivre avec la Chine. On peut très bien vivre avec la Chine, pas nécessairement contre la Chine. Et ma vision de l'Europe à l'échelon de 2050, c'est que la Russie, au-delà de cette crise, je ne dirais pas qu'elle a le choix entre la défaite et le déshonneur, parce qu'elle aura les deux. Mais là, elle a deux solutions, la Russie. Je pense qu'elle va rester européenne. On pourra la récupérer de cette manière. Elle ne sera pas comme l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que l'Ukraine va y rentrer. Mais il faut qu'elle soit armée. Soit elle acceptera cette perspective-là, la Russie, avec un nouveau pouvoir, bien entendu. Avec un nouveau pouvoir. Et auquel cas, elle aura un avenir européen, disons entre guillemets, dans un ensemble géostratégique européen, qui ne sera pas face à la Chine, mais qui ira la frontière orientale de cet ensemble géostratégique européen, sera la frontière chinoise. Et si elle ne fait pas ça, la Russie, si elle écrase Kiev, si elle arrive à ériger un nouveau rideau de fer, à ce moment-là, la perspective européenne sera bouchée pour de nombreuses années, et la Russie n'aura plus qu'une issue, c'est de devenir un vassal, et même pire que ça, de la Chine.
Il faut qu'elle fasse le choix entre être un partenaire de l'Europe, pas dans l'Europe, mais arriver à l'Europe pour devenir ambassade, pour avoir un esclave de la Chine, et je pèse mes mots. Voilà ma vision. Justement, concernant cette relation entre l'Union européenne et la Chine, il y a récemment un accord qui a été amputé par l'Union européenne du fait qu'il y a demandé des cours en Chine, un accord commercial entre la Chine et l'Union européenne. Et du coup, qu'est-ce que ça engendrerait de cette évolution des rapports possibles entre l'Union européenne pour l'avenir, au-delà du fait que la Chine soit. Ça s'appelle pas l'accord international sur l'investissement, je crois. C'est dommage qu'il a été gelé par le Parlement européen, sauf faire de maintenant. Mais bon, c'est pas une histoire terminée. Il faut trouver des arrangements, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas être naïf, avec qui que ce soit. Les relations internationales sont faites de monstres forts. Et donc la Chine est ce qu'elle est, mais il faut faire avec. Moi, je n'ai pas de problème particulier. Et je fais une petite parenthèse sur Taïwan. Vous voyez, nos journalistes s'excitent comme des puces sur des plateaux de télévision. Ils s'excitent toujours d'ailleurs. Mais ils nous parlent de Taïwan, on essaie de voir comment envahir Taïwan, pour essayer l'Ukraine, en 100 kilos. Bon, d'abord, ils ne vont pas le faire. Je vous dis qu'ils n'envahiront pas Taïwan. Je ne suis pas le seul à le dire. On a un ambassadeur de France qui est Gérard Araud, vous devez voir à la télévision. Lui, il est bon, il est moins courageux. Ils disent ce qu'ils pensent. Voilà. Et ils disent exactement ça. Ils disent que Taïwan se suicide. Il y aura peut-être cette sanction, ça mettra en péril les échanges commerciaux mondiaux, c'est ça intéressant pour la Chine. Donc on ne le fera pas. Ils ne le feront pas. Par contre, les Chinois, ce qu'ils vont faire, ils veulent avaler, que ce soit le mondial en plus, ils veulent avaler Taïwan d'un moment à l'autre, et ils le feront en douceur. Comme faire ce peu. S'il n'y a pas de violence particulière, vous savez, je suis allé traîner dans le sud de la Chine, j'ai vu des Taïwanais, ils sont à la maison. Quand je les ai vus, comment ils se comportaient, comment se comportaient les gens de l'intérieur, je me dis l'affaire réglée. C'est la famille, vous voyez, donc un problème. Et si ça arrive, cette annexion, annexion, ce sera une inclusion de Taïwan dans la Chine. Je vous dirai après pourquoi la Chine va le faire. C'est pas uniquement le plaisir d'avoir un petit territoire en plus, d'avoir une Corse, vous voyez, une Corse, mais en plus. Mais c'est pas ça la lutte. Mais si ça se passe en violence, qu'est-ce que nous aurons le droit de dire, contrairement à ce que nous racontent nos sublimes journalistes? On va pousser des cris d'orfraie au nom de quoi? Le jour où la Chine communiste est entrée à l'ONU par la grande porte, les représentants de la Chine Taïwan sont sortis la tête basse par la petite porte. Et c'est la décision de la communauté internationale. Taïwan n'existe pas. Nous ne reconnaissons pas Taïwan. N'oubliez jamais ça. La France ne reconnaît pas Taïwan. Nous n'avons pas d'ambassade à Taïwan. Personne n'en a dans le monde occidental. Qu'est-ce que nous aurons le droit de dire? Au nom de quoi? S'il y a de la violence, certes, on va dire c'est pas bien. Au nom du droit international militaire, c'est pas bien de réprimer les Ouïghours. C'est pas bien ce qui se passe dans les Xinjiang. C'est pas bien ce qui se passe dans tel partout. On peut toujours le dire. Au nom du droit international militaire, il y a des droits de l'homme. Mais on ne peut pas le dire au nom du droit international. Il n'y a aucune violation du droit international. Donc nous tairons. Moi, l'affaire de Taïwan ne me gêne aucunement. Et je pense que, là je vais avancer beaucoup, vous auriez intérêt à le faire savoir assez vite aux Chinois, non pas pour les encourager à couper, à avaler Taïwan, mais dans le cadre, dans la perspective de ce traité de Tordesillas dont je parle. Parce que pour eux c'est très important, non pas parce que c'est la Corse, mais pourquoi? Regardez bien la carte. La Chine, la mer de Chine méridionale. Ne croyez pas, c'est une mer fermée, la mer de Chine méridionale. Ne croyez, la Chine est finalement un pays enclavé, c'est un peu surprenant ce que je veux vous dire. Les sous-marins nucléaires chinois, vous savez où ils sont? Ils sont dans l'île de Hainan. Regardez où l'île de Hainan, en pleine mer de Chine méridionale. Comment ils font pour sortir les sous-marins nucléaires chinois? Ils passent par le détroit de Taïwan. Qui est-ce qui contrôle le détroit de Taïwan aujourd'hui? C'est l'Ouest. Vous imaginez le problème que ça pose à la force stratégique chinoise pour gagner la force des Philippines? Premier aspect, l'aspect stratégique militaire. Deuxième chose, la mer de Chine méridionale transite 90% du commerce mondial. 90% du commerce mondial transite par la mer de Chine méridionale. Vous avez les Philippines, la Malaisie, tout ça c'est des ports du. C'est un ensemble économique de premier plan. Vous parliez de la puissance chinoise, mais c'est l'Asie, c'est toute l'Asie. C'est le centre économique du monde qui est là.
Vous croyez que les Chinois n'ont pas envie de contrôler? Vous croyez que les Américains laissent le faire? La bataille est là. C'est pas pour une Corse. C'est pas la bataille pour la Corse. C'est la bataille pour le commerce mondial et pour les intérêts stratégiques. Voilà la présentation plus complète de la zone Taïwan en quelques mots de ce que vous entendez, de plus que ce que vous entendez à la télévision. Donc inévitablement ils vont le faire. Ils n'abandonneront pas ce projet. C'est pas parce qu'on est des idéologues fous, c'est parce qu'ils sont hyper calculateurs et que ça correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Et donc nous, la question c'est qu'est-ce qu'on fait comme ça? Merci beaucoup. Juste, on va peut-être passer sur le temps des questions. À chaque fois, à la fin de la conférence, on va sur un temps spécifique des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou pas? Alors bonjour, je m'appelle Henri, je suis en formation d'archiviste et je suis stagiaire au service historique de la défense française. Et face un petit peu à parcours, une petite réflexion, c'est que vous avez été au Quai d'Orsay, sur la militaire, notamment. Vous avez aussi également officié en Russie, en diplomatie dans les années 90. Et donc, je voulais savoir comment vous pouvez situer, je sais pas si vous connaissez, l'histoire du Fonds de Moscou, qui, dans les années 1940, était des archives françaises de Paris que les nazis nous ont prises, des archives à la fois judiciaires et militaires, qui ont été transmises à l'Irak, pour ensuite arriver à Moscou, qui n'ont jamais été communiquées pendant toute la guerre froide, jusqu'à ce que l'État français les réclame dans les années 90. Et je me demandais si vous étiez vivant de cette affaire, qui avait un petit peu fait parler d'elle à ce moment-là. Non, honnêtement, j'ai le souvenir de ce qui s'est évoqué, mais je ne l'ai jamais traité. Je ne pourrais pas vous répondre de manière précise, parce que dans le bouillonnement des années 90, il y a beaucoup de questions de ce type. Non, je n'en sais pas plus, je ne sais pas. Désolé, je n'ai pas ce dossier. Bonsoir. Je voudrais juste évoquer la Chine-Afrique et vous demander ce que vous en pensez de ce concept de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et de ces prix à la chinoise. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau colonialisme quand on voit ce qui s'est passé au Sri Lanka avec le port construit par les Chinois et qui maintenant passe possession pendant 99 ans? On voit qu'ils font la même chose avec les pays africains. Dont certains pays ont leur dette qui est complètement possédée par les Chinois, et qui, les Chinois en contrepartie de construire des ports, des chemins de fer, possèdent des lignes, possèdent des terres. Est-ce que ce n'est pas un nouveau colonialisme qui est caché et dont l'Occident ne peut rien faire, puisqu'on a cette image et on a ce passé colonialiste? Et donc, on ne peut même pas le condamner. Je vous disais tout à l'heure, les États, c'est des nations fortes. Et la Chine n'est pas, je ne la juge pas, ni qui que ce soit. Je ne prends pas le jugement de valeur, c'est ce que fait bien ou pas bien. Il y a l'effet mécanique, oui, de l'espèce d'expansion chinoise, je ne doute plus, dans l'histoire de l'Empire du Milieu, c'est qu'un empire recentré sur lui-même, qui sort de son espace naturel, c'est une première de son histoire. Effectivement, c'est assez impressionnant, et c'est pas toujours dans l'intérêt des pays dont vous parlez. Moi, j'ai été dans un pays, comme je vous disais, qui regorge de gaz. Et d'ailleurs, parenthèse, on parle de la carte chinoise, que moi je veux pas le plus. Mais quand on parle de la dépendance des Chinois de l'énergie, vous savez, vous, qui est le premier fournisseur de gaz à la Chine, c'est pas la Russie, c'est le Turkménistan, où j'étais. Vous voyez, c'est pareil. Tant de pays, on parle ensemble, c'est le premier fournisseur de gaz, le Turkménistan. Et donc, le Turkménistan, aujourd'hui, parce que la Russie a décidé de ne plus acheter de gaz turkmène, parce que l'Iran, qui en avait acheté demandant des sanctions, n'a pas payé,
qui a accumulé une dette importante, et en fait, ça a provoqué des tensions entre les deux pays. Il n'y a pas eu d'apurement contentieux sur la dette. J'avais essayé de trouver une formule, j'ai l'occasion de vous raconter ça, il faut se trouver des solutions, faisant des montages avec les entreprises pour qu'ils ont des Israéliens des difficultés pour rembourser leur devise, de faire des espèces de construction nature, par exemple la construction de lignes avec des entreprises françaises, allemandes, italiennes, même donc construction de réseaux de lignes électriques, de tension à travers le pays, réalisées par l'Europe, et comme qui aurait été une contribution, par exemple, en tout cas. Donc, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul acheteur de gaz sur place, qui est la Chine. Évidemment, ça crée des dépendances extraordinaires, et ça expose le pays qui devient vulnérable par rapport à un acheteur unique qui pèse sur les prix, qui construit les gazoducs, qui se sert ensuite sur les quantités livrées, etc. pendant des années, des dizaines d'années. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur, les Chinois. Ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est certain. Et j'ai lu, effectivement, soit quand vous faites référence au Sri Lanka. J'ai lu ça, il n'y a pas que Sri Lanka, mais même ça va comme ça, même en Europe. Il n'y a pas le pont d'Athènes, le Pirée, c'est pas une propriété chinoise. Bon, bientôt il va acheter le mais voilà, et donc, oui, c'est une réalité, et en Afrique, les choses ne sont pas toujours très bien, et peut-être que nos amis africains, peut-être revenir un peu sur comment ça va les conduire. J'en sais rien, je suis un spécialiste du sujet, analyser un peu la conception de la présence française, qui n'a pas été toujours parfaite. Voilà, on est là, c'est vrai, la Chine, mécaniquement, est conduite à une expansion, elle est conduite à l'exploitation des ressources au sol, à la destruction de l'environnement, etc. C'est effrayant. La machine chinoise, vous est en route. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez à la tête du pays. C'est pour ça que voilà, il faut continuer à parler avec eux. On l'a vu au temps de la COP21, les Chinois ont plutôt assez ouverts, alors ils n'ont pas pris des mesures révolutionnaires. Vous savez, je suis le premier pays pollueur au monde, devant les États-Unis et c'est la Chine, donc elle a pris certains engagements, avec des échéances assez éloignées, mais avec tout c'est mieux que rien. Il ne faut pas les ostraciser, il faut faut faire attention. C'est pas uniquement parce qu'ils sont puissants. Je reviens à la concept climacopienne, je suis un partisan de Primakov. On est relativement puissant, relativement faible, et il faut absolument coopérer. Tant qu'on le peut, ce qui n'exclut pas des compétitions, mais qui exclut la violence. C'est ça la pensée de Primakov. Je suis partisan de ça, et ça, ce que je dis là, qui est la pensée de Primakov, ça s'applique aussi dans les relations que l'Europe ou la France peut avoir avec la Chine. Oui, on a parlé de vous avec le Pékin. Moi, j'ai écrit sur mon site. Avant, j'ai eu une étudiante qui était en stage qui m'a dit pourquoi vous écrivez ça? C'était 3 ou 4 mois avant le Jeux de Pékin. Je l'ai écrit, il faut que la France participe aux Jeux de Pékin. Pourquoi vous écrivez ça? Je lui ai dit tranquillisez-vous, vous allez voir la campagne qui va s'accomplir. On l'a vu, elle a eu lieu. Il y a eu le boycott des sportifs, mais le boycott des officiels. À quoi bon faire ça? Ça me paraît stupide. Parce que vous voyez qu'on change comme ça les sur le droit de l'homme en Chine. Vous croyez qu'on améliore la relation? Vous croyez quand on écrit un pays, le pays du Pierre de Coubertin, qu'on va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, c'est intelligent de côté de la Chine? Vous verrez, ils ne vont pas en 2024. Je prends les paris maintenant. Oui, c'est intelligent, et comment on va discuter des autres grandes affaires, des questions de domination économique, des questions de coopération, des questions de lutte contre la protection de l'environnement, etc. C'est des questions fondamentales. C'est des questions fondamentales. Regardez les choses présidentielles en France aujourd'hui. On a toujours dit que les affaires internationales ne faisaient pas dans les élections, dans les processus électoraux. Ça s'est même vérifié une fois dans la guerre du Vietnam. Quand Nixon a été élu, la guerre du Vietnam qui battait son plein, avec la présidence Johnson, la présidence américaine et le Vietnam, ils se sont pas poussés même dans la campagne électorale. Vous imaginez? Même dans les États-Unis, même aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui en France, c'est exactement le contraire. J'espère que les Français le comprennent. Il n'y a pas que l'Ukraine, mais derrière l'Ukraine, la pandémie, c'était un problème d'origine française ou pas? Mais est-ce qu'il y a des conséquences sur l'intérêt français? Bien sûr que oui. Le réchauffement climatique, est-ce que c'est français? Bien sûr que non. Est-ce que ça a des conséquences en France? Bien sûr que oui. La dépendance du gaz, est-ce que c'est français? Non. On a même plus dépendant de nous. Est-ce que ça a des conséquences sur les prix? Oui, etc. Donc voilà. Voilà comment se passe l'ordre du monde aujourd'hui. Il faut bien penser ça. Et donc la Chine fait partie
cette communauté internationale qui est à la fois une expression assez virtuelle. Et voilà, je fais un mec, il faut, voilà, tant qu'on le peut, il faut travailler dessus, évidemment. Et là, on peut très bien s'entendre. Il y a des grandes traditions. C'est les Chinois, on a vu dans M. Poutine, il a montré l'histoire. Les Chinois, ils ne pas, ils se souviennent que la France était le premier pays à reconnaître avec le général de Gaulle. Ils n'ont pas oublié. C'est comme c'était hier. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de l'heure. Merci pour tout ça. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup parlé, un peu trop, mais je voudrais quand même vous dire lire 3 lignes. Allez-y, on laisse. C'est pas votre conclusion à vous, je pas votre conclusion à vous, mais c'est peut-être la mienne. Si je retrouve aussi. Avant de faire je vais vous parler du site de M. Pascal. Il tient un site qui s'appelle la Perspective Europe. Et vous pouvez retrouver plein d'articles très intéressants, en fait, très d'actualité, parce qu'il y a un petit peu tous les jours. Et c'est très sympa à lire, il y a plein de photos. Et il vous informer sur l'actualité, sur des faits assez précis, et lire assez rapidement des articles d'actualité. Je vous laisse lire en quelques minutes. Alors voilà, je vous parler du site, c'est exactement ça. Je voulais citer, je ne connais pas par cœur ce que j'ai écrit. Avec ce point. Alors, dans ma présentation du site, j'ai fait une espèce d'article d'introduction qui s'appelle, et il est toujours sur le site, il faudrait peut-être j'actualiser, parce que j'ai fait l'éditorial aussi, ça s'appelle Les palpitations du monde. Et je vais vous lire 3 lignes de cet article, de cette présentation. C'est un peu l'ambition du site au fond de compte. Je vous rejoins dans votre conclusion. Elle est parfaite, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme ça, j'ai écrit les nations de l'Europe, organisées ensemble ou réunies par la géographie. Je veux dire par là que pour moi l'Europe, c'est pas uniquement l'Union européenne. Vous m'avez compris. Donc les nations de l'Europe organisées ensemble ou réunies par la géographie, la culture et l'histoire ne se replieront pas sur elles-mêmes. Et une telle attitude serait d'ailleurs vaine. Elles devront trouver leur place dans un monde dominé par de puissants ensembles, où des pays émergents se feraient déjà un chemin remarquable, et où personne ne devra être laissé sur le bord du chemin. Donc voilà, c'est à la fois ma conclusion de ce soir, mais c'est un projet, c'est une espèce de ligne directrice, c'est une feuille de route, et j'aimerais beaucoup que ce soit la vôtre. C'est ça que nous avons tous à faire, me semble-t-il. Les nations de l'Europe, les nations, je parle des nations, je ne les nie pas, les nations, mais réunies ou organisées ensemble, devront vivre dans ce monde où il y a déjà de très grands pays émergents, il faudra laisser personne dessus. C'est ça notre feuille de route. Voilà, c'est la vôtre. Merci. Oui, regardez. Vous voyez le champ de lavande là. Là, c'est le plateau d'Albion. Je suis de là, mais bon. C'est les champs de lavande. Et si vous regardez bien, les champs de lavande, c'est la perspective, beaucoup. Si vous regardez bien, si vous avez une bonne vue, vous verrez le Pacifique. Non,